qu'elle ne poursuit même pas. Elle ne poursuit même pas. Combien des activistes aujourd'hui sont arrêtés? Et ils le savent. Ils le savent très bien. Mais qu'est-ce qu'ils font de concret? Rien du tout. Donc ils font du bruit pour savoir seulement qu'ils sont là, mais en réalité, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Et après 56 ans d'indépendance, il est beau de clamer que la communauté internationale ne peut rien nous dire, mais il faut aussi se demander, après 56 ans d'indépendance, qu'avons-nous fait pour que ces gens-là se disent, écoutez, qu'on vous respecte. Vous savez, ces gens, lorsqu'ils partent au Moyen-Orient, chez les Arabes, ils n'ont pas le même langage. Ils n'ont pas le même langage. Lorsqu'ils traitent avec eux, c'est d'égal à égal. Mais ici, chez nous, quand ils viennent... Le langage a changé. Le langage a changé. Mais ici, chez nous, ils se permettent de gueuler, même sur le président de la République. Je ne tolérerai pas cela parce que je suis congolaise, j'aime mon pays et je crois que mon pays est indépendant et a la souveraineté, donc elle doit être respectée. Vous avez parlé de ce rapport de force. Il y a un événement aujourd'hui qui a fait mal aux Congolais et on reproche un peu le silence du gouvernement par rapport à la mort de ce Congolais en Inde. Et aujourd'hui, Nikez, on peut tuer un Congolais partout dans le monde et notre gouvernement ne réagit jamais. Même si c'est un seul Congolais de par le monde, nous avons vu la réaction de la Grande-Bretagne par rapport à un seul mort dans l'explosion. Ne cherchez pas. Pourquoi ce silence? Madame Paulette, ne cherchez pas la réponse très loin. Le leadership congolais est trop faible. Vous savez, comme l'a illustré tout à l'heure Christelle, avec cette histoire-là des voisins et tout. Un voisin qui sait que celui-là, même si je chicote son enfant, il n'a pas le temps de mettre son doigt sur mon nez, il va continuer. Si nous avions un leadership fort, on touche à un écolier congolais, on voit les leaders se lever. Quoi? Tu as touché à un seul cheveu de mon fils, si tu continues demain, tu mourras devant ta porte. Et là, tout le monde se dira, ah bon? Nous avons quand même quelqu'un qui nous gronde aussi. Mais lorsqu'on vous gronde, on danse sur votre nez. On dit non, nous on négocie, nous on est pacifistes. Et ils vont continuer. Tous les Congolais ne sont pas protégés, mais touche à un seul Américain, vous allez voir. Les hélicoptères vont décoller. Si c'était un Nigérian, voilà. Si c'était un Nigérian, peut-être aujourd'hui on parlerait d'autre chose. On parlerait d'autre chose. De fois on se demande si on a la malchance d'être Congolais, des fois. Oui, la réaction, que devait faire le gouvernement congolais par rapport à cette mort Bouta? C'est vrai qu'on a eu l'information sur le net, parce que nous vivons sur le net, nous avons vu comment on a lapidé ce jeune Congolais. Et celui-là c'est en Inde, mais ici à Brazzaville. Je vous en prie. Que devons-nous faire? Est-ce que c'est la population qui doit réagir ou le gouvernement doit tout le temps se taire? Bon, savez, même si le silence était langage aussi. Vous savez, le plus important à faire, de ne pas se faire devant les caméras. Je suis de ceux qui pensent que si le gouvernement doit agir, il doit le faire sans tambour ni trompette. Il doit agir... Mais la population doit avoir l'impression que le gouvernement agit, même parler à la télévision, ne plus que ça. J'y arrive. Ne plus que ça. Je suis de ceux qui pensent que ce qui doit être fait, le plus important d'être fait, ça doit se faire sans tambour ni trompette. Okay. Mais, il est vrai, vous l'avez dit tous, que la suprématie d'une nation, ou plutôt la valeur d'un peuple, se matérialise par les actions de ses politiques. Vous allez chercher les Indiens, les Congolais en Inde qui ne sont pas protégés. Nous avons des Congolais ici qui sont tués au Congo. Au Congo, par millions, par des étrangers, au Congo, sur notre propre sol. Voilà. Alors, s'il y a plus forte raison, on peut tuer des Congolais au Congo, par des étrangers, sur leur propre sol. Qu'est-ce qu'on va faire des Congolais qui sont à l'étranger? Nous avons un problème, c'est que notre État ne protège pas suffisamment le Congolais. Et là, ce qui s'est passé en Inde est une question de diplomatie. Alors, on aurait vraiment on aurait voulu voir notre diplomatie se mettre en branle pour trouver réparation sur ce forfait, cette action macabre causée. Mais je suis sûr que des actions en coulisses, parce que la diplomatie, c'est qu'il y a la partie visible, mais aussi la partie invisible, qui doit être faite rapidement. L'information nous est parvenue, je crois, aujourd'hui, hier plutôt, et je crois qu'en ce moment, le ministère des Affaires étrangères doit être en contact avec l'ambassadeur de l'Inde qui est ici en RDC, et on devrait trouver des solutions. Parce qu'on marchait sans ça, nous, on a ouï dire que ça bardait, que ça chauffait un tout petit peu. À un moment, hier, il y a même certains magasins des Indiens qui n'ont pas ouvert parce qu'ils ont eu peur. Ils ont eu peur de représailles des Congolais ici présents. Et c'est bien aussi qu'ils aient peur. La crainte aussi, c'est une sorte de force.
C'est vrai qu'ils doivent aussi avoir peur. Mais maintenant, il y a des solutions institutionnelles qui doivent être faites. Le ministre des Affaires étrangères devrait convoquer l'ambassadeur de l'Inde et c'est l'État de l'Inde qui doit prendre toutes les dispositions pour indemniser la famille du Congolais qui a été agressé et assassiné en Inde. Seulement, à mon niveau, je comprends, et je reviendrai un petit peu sur ce que Christelle a dit, il faudrait revenir sur ce qu'est la République démocratique du Congo. En 1885, il n'y avait aucun Congolais à Berlin pour décider de la création de ce pays. Partout en Afrique, c'est pas seulement Oui, il n'y avait aucun Congolais à Berlin pour décider de la création de ce pays. Et jusqu'à présent, nous sommes en train, par rapport aux autres nations, pour l'appropriation de ce pays. Le Congolais est en retard. Nous avons tous cédé à l'étranger. Plus de la moitié de notre budget, ce sont les appuis budgétaires extérieurs. Nos élections à nous, nous attendons qu'un facilitateur étranger vienne pour nous aider. Et encore, la risée du monde, c'est un Togolais. Un exemple de démocratie, est-ce que le Togo est un exemple de démocratie? Je ne pense pas. L'eau de la régie des eaux, il faut que la Banque mondiale intervienne. Vous voyez que vous êtes dans un pays où vous êtes assisté sous perfusion internationale. Alors, comprenez que la communauté internationale puisse dire un mot sur ce qui se passe ici, puisqu'ils ont intérêt. Votre économie, l'économie congolaise est dominée à plus de 80% par les étrangers. C'est eux qui détiennent le poumon, le cœur de la RDC. Parce qu'aujourd'hui, Matata Pone est parti au Parlement réclamer à ce qu'on puisse réduire le budget de 2 milliards, parce qu'il n'y a pas d'argent, parce qu'il n'y a plus de liquidité, parce que l'économie congolaise appartient aux étrangers. Il faut qu'on se le dise. Et notre économie respire au rythme des marchés internationaux. La baisse des coûts de matières premières. Voilà, la baisse des matières premières, du coût des matières premières à l'étranger fait qu'aujourd'hui on réduit tout notre budget. Il faut comprendre que aujourd'hui la RDC a un grand problème, un grand défi, c'est celle de s'approprier ce pays. Et je l'ai dit tout à l'heure, nous avons une population qui doit devenir un peuple. Nous devons avoir une opinion congolaise. Cette opinion se matérialiser. L'opinion, ce n'est pas le nombre. L'opinion, ce sont les forces. La société civile, le monde de l'entreprise, l'entrepreneuriat, ce sont ces gens qui peuvent dire des choses et les choses changent. Et les politiques doivent s'asseoir sur ces personnalités-là, sur ce monde-là. Et la population vit grâce à ces personnalités-là. Et donc, j'aimerais conclure en disant ceci, que ce que nous vivons aujourd'hui n'est que la conséquence de 1885 que nous n'avons pas encore pu tourner jusqu'à ce jour. C'est vrai que Thierry Bongo, ce n'est que la conséquence, mais moi personnellement je ne partage pas cet avis parce que 56 ans après les indépendances, nous sommes tous des élites dans ce pays, nous avons fait des grandes études, il y en a qui sont des docteurs S je ne sais pas moi quoi, docteur S je ne sais pas moi quoi, docteur S on ne sait pas. Bon, ces diplômes-là, mis en pratique, c'est différent d'un diplôme d'un Congolais d'en face, c'est différent d'un diplôme d'un Angolais, c'est différent d'un diplôme d'un Rwandais, puisque aujourd'hui on se réveille, vous allez à l'Est, vous voyez toute une plateforme, les Rwandais sont en train d'exploiter le gaz méthane du lac Kivu. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, Thierry Bongo, Christelle Vanga, de faire la même chose? Et vous allez nous dire, ok, nous ne nous approprions pas notre... C'est incroyable, c'est pas possible, Thierry, c'est trop facile, moi je trouve, c'est trop facile, c'est trop facile. J'aimerais avant que Christelle nous parle, c'est trop facile, un petit peu rebondir dessus. Oui, nous avons produit des intellectuels, oui, nous avons produit en des quantités de licenciés en ceci, licenciés en cela. Mais est-ce que nous avons encadré cette intelligentsia par rapport aux besoins réels de la République? Le Rwanda, vous donnez un exemple très très probant. Le Rwanda aujourd'hui a mis une plateforme sur le lac Kivu. Ils ont un problème d'électricité. C'est un problème, c'est un besoin. Ils ont réagi. Mais nous aussi, nous avons un problème d'électricité. L'intellectuel, aujourd'hui, quand vous allez à l'université, aujourd'hui, pour moi, tout le monde veut aller à l'université. Mais pour faire quoi? Faire droit, économie, tout. Tout le monde veut devenir, travailler dans un bureau climatisé. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de cette quantité-là de juristes, de cette quantité-là d'économistes? Est-ce que le marché de l'enseignement, j'appelle ça comme ça, marché de l'enseignement, cadre avec le besoin de la société? Nous avons un problème de société. Vous avez dans ce pays, la RDC aujourd'hui a un déficit en techniciens. Parce que tout le monde veut faire les licences en droit, en économie, en sciences politiques, ainsi de suite. Nous sommes bons dans les bureaux. Nous sommes bons à écrire le français. Mais les besoins réels de la population ne se situent pas à ce niveau-là. C'est vrai, une élite, c'est vrai, on a une élite. Mais une élite sans une classe moyenne, sans une base, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Nous devons repenser le système éducatif, nous devons repenser notre société en général. Et c'est à ce niveau-là qu'on doit revenir. Nous sommes là en train de discuter, on parle bien français, on dit c'est bien bon, mais la base, quand vous suivez
les débats à l'étranger. Par exemple en France, on vient de prendre l'exemple des Français. Mais les débats, c'est pas l'article 220, c'est pas l'article 65. Aujourd'hui, voilà, autant de Français, autant d'emplois. Autant d'emplois dans quel domaine? Qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, le Front National est en train de battre là-bas les Français. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis un discours simple. On n'a pas d'emploi, on n'a pas d'emploi et l'emploi. C'est la faute des étrangers. Voilà. C'est simple. C'est une réalité sociale que les politiques portent. Mais la réalité sociale de la RDC est laquelle? Et quelles sont les politiques qui la portent? Christelle Vanga, donc nous devons vraiment tout réformer, un chambardement dans le processus de pensée. Il n'y a pas 1000 mots, les politiques ont échoué, c'est clair. Pourquoi? Parce qu'il faut une orientation. Après les études humanitaires, il faut une orientation par rapport aux besoins, comme l'a dit Thierry, du pays. L'agriculture, madame, combien de fois on va parler de l'agriculture? J'ai écouté un homme qui a dit, pour lui, la première richesse du Congo, c'est le pâturage. Vous savez, l'élevage est une industrie industrialisante. Donc, grâce à cette industrie, on peut avoir, voilà, plusieurs. Pourquoi on s'attelle à mettre autant d'énergie, Tekefou, Manning, MCK et tout ça, le cours du couvre a baissé, alors que toutes ces terres arables ne sont inexploitées au Congo? Combien d'écoles d'agricoles avons-nous? Nous tous, on va à l'IFACI, on va à l'UPC. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient devant nous et nous dit, madame, écoutez, vous pouvez faire ça, vous pouvez développer ça pour conserver, pour produire les tomates, il n'y en a pas. Aux écoles, c'est nous-mêmes. Je vois Paulette à la télé, je dis, ben, écoute, je vais être comme Paulette. Hein. Il n'y a personne pour me dire, mais écoute, Paulette, elle fait ça, mais toi, tu peux faire ça. La pêche. Où est la place de la pêche? Dans l'économie, il n'y en a pas. Oui, Nicaise, nous sommes en train de mourir vraiment, sans que nous nous rendions compte. Voilà. Vous savez, quand on a des intelligences, c'est comme quand nous vivons, l'illustration, la cellule même de la société, c'est nos parents, nos foyers que nous avons. Il y a toujours quelqu'un qui fédère, qui prend toute la famille pour comprendre que cet enfant, il doit l'envoyer en polytechnique. J'ai constaté qu'il a du talent dans ce sens. Celui-ci, c'est comme ça, Paulette doit devenir journaliste, je constate. Elle a l'addiction, elle a le verbe, elle a un peu de littéraire en elle. Mais chez nous, tout ce qu'a évoqué Thierry comme Kessel, il faut qu'il y ait quelqu'un. La Chine, c'est Mao qui a compris que toutes ces intelligences, je ne dois pas les laisser comme ça évoluer, pas que va. Je dois les canaliser pour que je puisse comprendre que celui-ci, si je le mets dans telles conditions, dans tel environnement, il pourra être utile pour ces pays et il pourra booster autre chose après moi. La beauté d'un tapis dans une maison, Madame Paulette, dépend de la diversité des couleurs qui la composent. Ces pays, pour que ça aille, il faut qu'il y ait quelqu'un qui réunit les couleurs qui feront la beauté de ces tapis. C'est ce qui manque. Nous allons parler maintenant du deuxième thème. Nous courons vers le temps, c'est la marche par rapport à Béni. Comme vous le savez, le 26 mai, toute l'opposition a promis, en tout cas, de descendre sur la rue pour manifester pacifiquement, nous le disons bien, pour soutenir en tout cas nos frères et sœurs de Béni. Mais nous sommes sur le net, hein, Thierry Bongo, nous voyons déjà les noms et les noms des autorités. Nous savons déjà qu'à Mboujima c'est non, à Béni c'est non, à Matadi c'est non, mais la population, cette population-là ne comprend pas ce nom-là des autorités. Pourquoi nous interdire, nous, de soutenir même pacifiquement nos frères et sœurs de Béni? D'abord, il faut qu'on puisse comprendre, parce que moi j'avais cru comprendre que d'abord cette manifestation c'était pour qu'on puisse respecter le calendrier. Non, c'était par rapport à Béni. C'était par rapport à Béni. Peut-être qu'il y a deux choses, hein, voilà. Mais Béni est là aussi. Vous comprenez que c'est là où l'opposition doit faire un effort d'unicité de voix. C'est vrai que c'est compliqué en ce moment, c'est compliqué parce que voilà, chacun se bat pour sa propre chapelle, certains opposants sont devenus les gouverneurs. Je veux seulement savoir que, bon, là où ils doivent vraiment se battre, c'est par rapport à l'unicité du discours. Si c'est pour Béni, je ne vois pas une autorité qui peut refuser. Parce que Béni, à une certaine époque, nous avons marché pour Bukavu qui était tombé entre les mains des Rwandais. Hein? Nous sommes levés comme maintenant quand Goma a été attaqué plusieurs fois. Hein? Alors pour Béni où des millions de Congolais, des milliers de Congolais meurent, pourquoi pas? Maintenant, le problème c'est que nous sommes dans une période électorale, il y a de la récupération politique. Si c'est pour Béni, marchons pour Béni. Si c'est pour autre chose, attendons le jour où on pourra s'exprimer pour autre chose pour le faire. Il y a aussi un autre aspect très important. Nous sommes dans une bataille de coq.
Chacun veut montrer qu'il est fort, qu'il veut montrer qu'il a la plus grande crête. Hein? Et pour l'opposition, c'était un rendez-vous pour démontrer à la face du monde, démontrer à la communauté internationale que la population n'est pas avec la majorité au pouvoir. Ils veulent réussir. Parce que l'échec de cette manifestation peut être contre-productif pour eux. Ils veulent réussir. Parce qu'il y va de leur crédibilité et de la portée qu'ils ont par rapport à leur discours. Et pour la majorité, l'opposition doit échouer pour montrer à la communauté internationale notamment, et aux décideurs du monde, à l'opinion, que l'opinion est de leur côté. Alors, ce véritable combat de coq là, augure que le 26, ça sera chaud, certes. Et pour nous qui sommes observateurs en tant que société civile, nous souhaitons que la police puisse laisser les uns et les autres s'exprimer librement et que nous observons effectivement où se trouve le pays. Vous avez dit que nous, journalistes, nous sommes de la société civile, mais malheureusement, nous ne sommes pas dans la liste par rapport au comité préparatoire. Vous attendez vous voir dedans. Il y avait une liste de membres du comité préparatoire, on avait écrit votre nom. Je l'espérais, mais enfin. Espérons peut-être pour autre chose. Mais Christelle, nous revenons par rapport à Béni. Nous y allons dans le net. C'est vrai qu'on dit deux fois que non, d'ailleurs France 24 a fait tout un document sur ça, que toutes les images que l'on voit sur le net, c'est pas Béni. Est-ce que c'est pas aussi en notre défaveur? Madame, c'est pas là le problème. Mais oui, mais de toutes les images qu'on a montrées, qu'est-ce qui n'était jamais passé à Béni? Peut-être même c'est horrible. Peut-être c'est moins horrible. Ici, le problème de Béni, il ne devrait pas avoir de démarcation, l'opposition, la majorité, tout le monde ensemble, madame. C'est comme Charlie Hebdo. C'est horrible devant nous. Des enfants qui sont massacrés, des femmes violées, éventrées, à la machette. Tout ça, on ne devrait pas avoir de couleur politique devant ça. On est Congolais, on est affecté, c'est tout. Mais concernant les noms du gouvernement, je dirais, si le gouvernement n'a pas le problème de Béni. Ce sont les gouverneurs. Hein, le gouverneur. Parce que c'était une marche tout à fait nationale. Okay. Hein, ça devait se faire partout en RDC. Bon, moi je dis le gouvernement. Si le gouvernement n'a pas le problème, il doit être la solution. Nous allons chercher la solution chez le gouvernement. Parce que ce jour-là, certainement, il y aura des mémos, il y aura la presse, on va dire des choses qu'on pense par rapport à l'armée, par rapport à la MONUC, on dira des choses. Et nous voulons que ce jour-là, la communauté internationale, le gouvernement puisse nous entendre et qu'il nous explique comment expliquer qu'un enfant de 1 année qui n'a comme péché que d'être un Congolais peut être tué de cette manière. Qui nous explique, parce qu'on ne comprend plus. Ça nous dépasse. Une femme qui est non seulement violée, mais on prend un bâton, on l'introduit. Voilà. Et puis France 24 viendra nous dire, non écoutez, il faut faire la part de choses avec les images, mais c'est horrible. On ne parle plus, aujourd'hui il y a combien de millions de morts? Combien de millions de morts? Et c'est aujourd'hui qu'on va nous amadouer pour nous dire que non, il faut prendre de gants. Non, non, on ne va pas prendre de gants. Le 26, ça sera une marche pacifique. On va sortir pour dire qu'il y en a marre. Il y en a marre qu'on nous tue, il y en a marre qu'on nous égorge, qu'on nous viole, il y en a marre. Est-ce que le gouvernement, ce ne sera pas aussi pour le gouvernement une sorte de test pour laisser un peu à cette population, simplement leur laisser parler, leur laisser manifester pacifiquement ce qui se passe à Béni, puisqu'on nous dit souvent que nous ne sommes pas solidaires, que ce qui se passe à l'Est, nous les négligeons, mais aujourd'hui Kinshasa veut se lever, Matadi veut se lever, Mbandaka veut se lever, c'est vrai qu'on a découpé, mais je ne peux pas citer les 21 provinces, mais aujourd'hui Kisangani veut se lever, Kananga veut se lever, Bujimaï, Maniema et tout ça, mais on a l'impression que les autorités veulent freiner cet élan de solidarité nationale. Alors, le Congolais lambda, peut-être nous l'élite, nous comprenons peut-être les enjeux, mais le Congolais lambda ne comprend pas pourquoi on lui interdit, lui, de manifester par rapport à Béni. C'est peut-être ça, comment expliquer à cette population, à cette étudiante que j'ai entendu pleurer sur RFI, voilà, vraiment qu'on lui interdit de manifester par rapport à Béni. Elle ne comprendra pas. Alors nous, l'élite, nous devons leur expliquer quelle est la raison qu'on doit donner vraiment par rapport à ça. Madame Paulette, si Laurent Désiré Kabila était encore à Kinshasa, il allait dire: population, le pays est attaqué, levez-vous. Ce monsieur-là, quand le pays était attaqué, il a demandé aux Congolais que le pays est attaqué, levez-vous.
Et il a même demandé à la jeunesse ceux qui veulent faire S'enrôler, le service. Les c'est salles ça. des martyrs étaient pleines comme un œuf. Je me rappelle. Mais maintenant, c'est les contrastes, c'est le contre-virage à 180 degrés. La population, au lieu qu'elle soit appelée à se soulever l'élan national, un sursaut national, non, on dit restez chez vous, ne faites rien, et vous avez un gouvernement, ça suffit. Le gouvernement est en train de prendre ses responsabilités, et bientôt ça sera pacifié. Mais je me demande maintenant, le chef d'État a déjà été à Béni. À l'époque de Mobutu, il s'est déplacé, il était même à Mouchaka avec son épouse. Et pourquoi non? Maintenant, elle ne peut pas se déplacer avec notre belle-sœur, se retrouver là-bas, parce que c'est dans sa province. C'est le Grand Kivu qui est en danger. Les parlementaires menacent d'ailleurs de quitter l'Assemblée nationale. C'est vrai, Thierry Bourreau, que les parlementaires menacent de quitter l'Assemblée Bien sûr, nationale? les parlementaires, oui, du Grand Nord, ils menacent. Ils ont même fait une déclaration. Oui. Pour ça. Parce qu'effectivement, oui, Ils menacent de quitter le Parlement. Parce qu'ils se disent, mais pourquoi nous devons être élus de cette population qu'on tue et nous on continue à rester dans les climatiseurs à Kinshasa? Nous préférons déposer nos mandats et rentrer là-bas. Oui, madame, mais j'aimerais d'abord nuancer. Je vous en pour prie. comprendre que ce n'est pas toutes les provinces qui ont refusé la marche. Je sais qu'à Kinshasa, le gouverneur de la ville, au moment où nous tournons cette émission, est en train de discuter avec l'opposition autour de leur itinéraire. Et je crois qu'ils vont s'entendre autour de l'itinéraire. Je crois que pour le gouverneur provincial, point de chute hôtel du gouvernement, ça ne les arrange pas peut-être trop. Mais bon, je crois qu'ils vont s'entendre autour, parce que la procédure a été respectée, ils ont tenu à informer l'autorité urbaine, et c'est un regroupement politique reconnu, le MLC, qui a écrit directement. En Mbujimaï, vous avez cité Mbujimaï, il y a un problème administratif, parce que les personnes qui ont saisi l'autorité urbaine n'ont pas qualité. C'est un regroupement, le regroupement qui s'est présenté n'a pas de personnalité juridique. Et le gouverneur, arrangez-vous pour avoir le gouverneur les a répondu clairement qu'ils n'ont pas de personnalité juridique. Ils ne peuvent pas s'adresser avec l'autorité urbaine. Concernant Béni, normalement, Il elle devrait être tous à tout le monde. Il n'y a pas de contradiction. Voilà, je parle plutôt des démarches des uns et des autres. Pour organiser une marche, il faut s'adresser à l'autorité urbaine. Il faut avoir, pour informer l'autorité urbaine, c'est la loi. C'est la loi. Pour avoir qualité, vous allez vous informer l'autorité urbaine en tant que qui. Il faut être un répondant, il faut être reconnu, il faut être connu en tant que structure, et vous pouvez vous adresser. Mais quand vous par rapport aux députés, je vais revenir parce que l'information m'a peut-être échappé. Pourquoi ces députés-là aujourd'hui veulent quitter l'Assemblée nationale? Pourquoi? Ils ont mis leur Ils disent que non, on ne traite pas très bien cette question de Béni. Ils ont mis leur raison. Plusieurs fois, les députés nationaux élus du Grand Kivu se sont dressés comme un seul homme pour taper du poing sur la table sur ce qui se passe au nord et au sud Kivu. On parle aujourd'hui de Béni, mais avant il y avait d'autres massacres ailleurs. Vous vous souviendrez que Kondeville Akikanda, qui n'est même pas du Nord Kivu, mais qui a été un ancien gouverneur au Nord Kivu et qui est un élu du Nord Kivu, s'était dressé avec tout le caucus des députés du Nord Kivu pour dénoncer les massacres qui se faisaient non seulement gouverneur,